Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur la coopération Sud-Sud, avec notre dossier du jour qui sera consacré au repositionnement de la Tunisie sur le marché africain. Au programme également de cette émission, la visite de la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation, à l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré fait polémique. Et en Libye, les rivalités du Nord s'étendent désormais au sud du pays. Des affrontements opposent des forces de l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar à des groupes alliés au gouvernement d'union nationale. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Ali Gerbi, vous êtes président de l'ESCOT, l'Association française de l'espace des compétences tunisiennes. Bienvenue. Merci. Tamer Hamdan, vous êtes président fondateur d'Afrique-Witi. Bienvenue. Merci, bonjour. Et avec nous également notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bienvenue Jean-Marie. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite l'actualité du jour. La CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation, a rencontré l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du processus de réconciliation, mais qui a été mal perçue par une partie de la population. Les explications de Zahra Mohamed Moucho. À peine rentrée d'Abidjan, la délégation de la CODER fait face à la polémique. Mardi 11 avril, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale rencontre l'ex-président Blaise Compaoré à Abidjan. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation du processus de réconciliation. C'est ce que martèlent les membres de la coalition qui regroupe plusieurs partis politiques, dont le Congrès pour la démocratie et le progrès, qui était au pouvoir jusqu'à la chute de l'ancien président. Depuis son annonce, cette entrevue était déjà mal perçue par certains burkinabés. Mais le vice-président de la CODER exclut toute autre intention que celle du processus de réconciliation. La démarche ne se veut pas une démarche autre que celle qui consiste à recueillir le point de vue au même titre que les autres anciens présidents du président Blaise Compaoré. Une déclaration loin de rassurer, malgré plusieurs autres rencontres menées par la CODER, avec notamment l'actuel président Roch Marc-Christian Kaboré et les anciens chefs d'État Jean-Baptiste Ouedraogo et Michel Kafando. La rencontre avec Blaise Compaoré divise. Sur les réseaux sociaux, la délégation continue d'essuyer les plus vives critiques. Ce qui a suscité la polémique sont les propos du premier président de la CODER, Blaise Ouedraogo, qui juste après les échanges, la rencontre avec Blaise Compaoré a été joint donc au téléphone par une radio locale, la radio Omega. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir de quoi est-ce qu'il a été question, donc des échanges avec Blaise Compaoré, il dit que, d'entre autres explications, il a laissé entendre que Blaise Compaoré était prêt à pardonner au Burkinabé, donc il acceptait le principe du pardon. Donc, ce sont ces mots, surtout, qui ont un peu vexé une partie non moins importante de la population, parce que tout de suite, les gens se sont posé la question, en tant que qui Blaise Compaoré décide de pardonner au Burkinabé, est-ce que c'est à lui de pardonner ou bien c'est tout simplement au Burkinabé, peut-être pour reprendre les termes en tout cas, qui doivent pardonner à Blaise Compaoré. L'ancien président Blaise Compaoré est toujours en Côte d'Ivoire, où il a acquis la nationalité. Mais l'ex-homme fort du Burkina Faso devra, à partir du 27 avril, être jugé par contumace par la justice burkinabé pour son implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Jean-Marie, est-ce que la CODER a fait une erreur en rencontrant l'ancien président burkinabé? Je ne pense pas que ce soit une erreur, Fanny, parce que ce sont deux démarches différentes. Vous avez la démarche judiciaire qui est mise en place. Et là, maintenant, on sait très bien tout ce qui arrive au Burkina Faso. Donc ça voudrait dire qu'il faut une réconciliation, c'est-à-dire pour faire avancer le pays. Et je comprends un peu une partie de la population qu'elle soit révoltée, tout simplement pourquoi? Parce que la population a l'impression que, voilà encore des crimes qui vont passer, c'est-à-dire dans l'impunité totale. Alors que, quand je lis tout ce que la délégation de la CODER a pu faire, il n'attaque pas, si vous voulez, ce volet-là qui est le volet judiciaire qui doit être pendant, si vous voulez, avec les négociations qu'il y a à mettre en place. Donc, de mon point de vue, c'est vrai que sur ce plateau, nous avons toujours dit qu'il ne faut pas que la révolution burkinabé soit volée au peuple en tant que tel. Mais par contre, d'un point de vue juridique, je pense que la Côte d'Ivoire a commis une erreur grave. Une erreur grave tout simplement. Pourquoi? C'est en donnant de facto la nationalité, si vous voulez,
ivoirienne à un ancien président dont nous savons très bien qu'il y a des victimes, c'est-à-dire que le peuple burkinabé réclame réparation là-dessus. Donc je pense que diplomatiquement, c'est un mauvais signal qui a envoyé à des présidents. Dès l'instant que vous êtes président et que vous avez commis des exactions sur votre territoire, il est tout à fait logique qu'on puisse être jugé là-dessus. Et je comprends très très bien la crainte des Burkinabés, c'est que l'impunité passe encore là-dessus. Et c'est ce qui va se passer tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en ayant pris la nationalité ivoirienne, l'État ivoirien n'est pas obligé, si vous voulez, d'estrader l'ancien président burkinabé en tant que tel. Donc, sur les réseaux sociaux, je comprends très très bien toutes les deux parties. C'est qu'il y a une partie qui veut la réconciliation qui est, comment dirais-je, la société civile. Bon, mais il y a l'autre partie de la société civile qui demande en sorte que l'ancien président soit jugé. Donc, il me semble que c'est une démarche qui est très très viciée à la base du fait que l'ancien président ait acquis la nationalité ivoirienne en tant que tel. Alors justement, l'ancien président va être jugé, mais par contumace, à partir de ce 27 avril. Est-ce que ce procès rentre quand même dans le processus de réconciliation ? Dans le processus de réconciliation aussi, parce qu'il faut faire la lumière par rapport aux victimes qu'il y a eu, parce qu'il faut avoir deux lectures là-dessus. Vous avez des gens qui auront une lecture pour protéger l'ancien président en tant que tel, mais vous avez les victimes aussi qui ont leur lecture, c'est que la justice doit passer pour eux. Donc, que faire là-dessus? Je pense que les deux peuvent aller de pair en tant que tel. Étant donné que l'ancien président sera jugé par contumace, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne sera jamais extradé en tant que tel. Mais il faudrait quand même que l'Union africaine, si vous voulez, statue. Nous avons toujours dit qu'il faut que les Africains soient aptes à pouvoir juger les leurs. Nous décrions tous la CPI dans laquelle la majorité, si vous voulez, sont les Africains qui sont traduits. Mais maintenant, il faut que l'Union africaine elle-même prenne le taureau par les cornes et se dise qu'il faut que nous nous donnons une juridiction capable de pouvoir résoudre les problématiques que nous avons en Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que l'Afrique nous disons toujours que nous avançons, nous allons nous développer. Mais il y a une chose c'est-à-dire dans la vie, c'est quoi? C'est de respecter le droit. Le droit, la démocratie dont nous parlons en Afrique, nous oublions toujours une chose, c'est d'appliquer nous-mêmes nos propres textes. Bon, maintenant, la CPI est décriée, que l'Union africaine puisse créer une juridiction qui puisse juger, comment dirais-je, les anciens présidents africains. Vous avez vu le cas d'Hissène Habré. Le cas d'Hissène Habré, a été jugé dans le cadre, comment dirais-je, des juridictions sénégalaises en tant que telles. C'était même pas la prise en compte, si vous voulez, de l'avis des Tchadiens en tant que tels. Donc à partir de là, il faut que nous nous dotions des institutions avec une compétence africaine totale qui puisse faire en sorte que quand il y a des événements de ce genre-là qui se produisent, qu'on puisse dire que la population puisse dire que oui, la justice est bien passée en tant que telle. Sans ça, bon, on sera toujours sur des problématiques qui causeront toujours, comment dire, des tensions dans nos sociétés africaines. Il faudrait faire la distinction entre la politique, le droit et la démocratie. Merci. Dans l'actualité également, le sud libyen, carrefour de tous les trafics, est longtemps marginalisé et le théâtre d'affrontements, des affrontements qui opposent des forces de l'armée nationale libyenne autoproclamée du maréchal Haftar à des groupes alliés au gouvernement d'union nationale. Les combats ont lieu autour de la base aérienne de Tamenhend, la plus importante de la région. Mariam Adramé. En proie à une crise sécuritaire depuis 2011, la situation sécuritaire en Libye semble s'enliser. Depuis quelque temps, des affrontements opposent l'armée nationale libyenne et le gouvernement d'union autour de la base aérienne de Tamenhand. Face à cette situation, le GNA interpelle l'opinion internationale. Nous vous demandons de prendre une position ferme et décisive vis-à-vis de cette escalade et nous appuierons toutes les décisions à même de rétablir la sécurité et la stabilité en Libye. Cette escalade soudaine est injustifiée, mais le pays au bord de la guerre civile et risque de saborder le processus politique. Convoitée pour sa position stratégique, la base de Tamenhand se situe à plus de 600 km au sud de Tripoli, la capitale. Elle a été bombardée par les forces aériennes de l'ANL qui a annoncé une offensive terrestre pour prendre le contrôle du site militaire. Celle qui se présente comme l'armée nationale libyenne, qui en fait n'est qu'une partie de l'armée et qui est dirigée par le maréchal Haftar, cherche un peu à étendre son pouvoir ou sa présence dans le territoire libyen, parce que ces forces armées sont actuellement concentrées dans l'est du pays et donc ils voudraient avoir une offensive militaire, peut-être essayer de gagner des points militaires. Cette présence dans le sud pour cette armée de Haftar permettra donc une avancée probablement vers le nord pour essayer de reprendre le pouvoir du gouvernement de l'Union nationale qui est
dirigé par M. Faiz Sarraj. Déchiré par des luttes de pouvoir et en proie à une insécurité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, la Libye est dirigée par deux autorités rivales. D'un côté, le gouvernement d'union nationale soutenu par la communauté internationale et de l'autre, l'armée nationale libyenne autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar. Jean-Marie, quelles peuvent être les conséquences de cette extension des affrontements au sud du pays ? Les conséquences ne peuvent être que négatives pour la Libye et ensuite pour toute l'Afrique. Tout simplement pourquoi voilà un conflit. Conflit qui a été, si vous voulez, causé par les Occidentaux en tant que tel. Et quelles sont les personnes qui sont capables aujourd'hui de pouvoir régler ce conflit-là? Vous avez personne. Les Occidentaux sont arrivés en Libye, ils sont intervenus contre Kadhafi, soit disant que bon, il avait un régime qui était antidémocratique en tant que tel. Mais maintenant, quand vous posez des actions comme celle-là, il y avait déjà des précédents. C'est-à-dire l'Occident devrait réfléchir et se dire qu'en Afrique, les Africains, si vous voulez, sont capables de réfléchir d'eux-mêmes. Et vous voyez très très bien qu'aujourd'hui, vous avez des hordes de jeunes Africains, c'est-à-dire qui passent en Libye, alors qu'à l'époque de Kadhafi, ça ne se passait pas. Vous avez toujours ces trafics-là qui existaient, mais à partir de là, moi je regarde la partie humanitaire de la chose. Maintenant, je pourrais vous développer, si vous voulez, la partie démocratique, c'est-à-dire la démocratie, le droit, comment est-ce que ça s'appliquait là-dessus. Mais là, maintenant, vous avez un pays qui a feu à sang, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez des factions qui chacune veut tirer, comment dirais-je, le maximum du pétrole libyen en tant que tel. Donc à partir de là, la communauté internationale se retrouve dans l'incapacité de pouvoir gérer l'après-Kadhafi aujourd'hui, alors que nous savons très très bien ce qu'il y avait, c'est que la Libye, c'est-à-dire vous avez énormément de tribus à l'intérieur de la Libye. Tant que vous ne mettez pas d'accord l'ensemble des chefs des différentes tribus, nous resterons toujours sur ce conflit-là qui risque de durer pendant X temps. Ce dont j'ai peur là-dessus, c'est qu'on se retrouve à une situation à la somalienne ou à la soudanaise et tout ce qui s'ensuit, parce que la Libye ne méritait pas ça. La Libye, si vous voulez, Kadhafi avait beau être tout ce qui... les qualificatifs qu'on pouvait lui donner sur le plan démocratique. Sur le plan démocratique, j'ai dit toujours la chose suivante, c'est que la démocratie occidentale n'est pas automatiquement applicable à nos démocraties en tant que telles. Donc à partir de là, quand vous intervenez là-dessus, cette intervention-là a eu lieu pourquoi? A eu lieu tout simplement pourquoi? Parce que nous savons très très bien, j'ai parlé tout à l'heure de l'Irak, c'était quoi? C'était à cause du pétrole en tant que tel. Voilà les Libyens qui souffrent aujourd'hui, vous avez la communauté internationale qui peut vouloir agir, mais je ne vois pas une volonté vraiment d'arrêter ce conflit-là en tant que tel. Et c'est dommageable que ce soit les populations libyennes qui souffrent, si vous voulez, de ça, parce que c'est la partition du territoire en tant que tel, entre Sirte, c'est-à-dire toutes les poches, vous avez énormément d'exploitations pétrolières à l'intérieur de la Libye. Donc, ça veut dire que ce n'est pas demain que ça finira, d'autant plus qu'il faut parler des choses, c'est-à-dire de manière réelle. Qu'est-ce qui finance, si vous voulez, ces différents mouvements-là? Point d'interrogation. Quels sont les pays qui achètent ce pétrole-là, si vous voulez, qui est extrait par les différentes factions pour pouvoir financer cette guerre-là qui est au détriment des Libyens en tant que tel? Donc, j'estime que ça a été... Nous l'avons toujours dit sur ce plateau, ça a été une mauvaise idée, comment dirais-je, d'aller bombarder un pays souverain et le laisser dans une situation comme ça. Mais Jean-Marie, là, on a les forces du maréchal Haftar, on a en face les troupes du gouvernement d'union nationale. Ça veut dire quoi finalement? Que le gouvernement d'union nationale n'a pas le soutien nécessaire de la communauté internationale? Ils n'ont pas le soutien nécessaire, tout simplement. Pourquoi? Parce que le maréchal Haftar, nous le savons très bien, c'est un ancien, si vous voulez, c'était le bras droit de Kadhafi en fait. En fait, si vous voulez, c'était quelqu'un qui a été le bras droit de Kadhafi et qui a été récupéré maintenant par le camp d'en face, tout simplement. Pourquoi? Parce que géostratégiquement et géopolitiquement, il maîtrise énormément de choses, comment dirait sur l'Afrique en tant que telle. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il a été récupéré par le camp d'en face parce qu'il ne voulait pas, parce que vous avez l'armée d'un côté et vous avez les civils d'un côté. Mais maintenant, l'armée a une avance, c'est que c'est eux qui ont la majorité des armes et qui ont la maîtrise de ces armes-là en tant que telles. Donc j'ai peur que nous nous retrouvions dans une situation qui va s'enliser pendant encore quelques années, chose que je ne souhaite pas en tant que telle. Merci. Nous allons marquer une courte pause en instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.